Tandem TV, bonsoir. Je suis enchantée de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale cinéma avec notre monsieur cinéma, Rudy. Bonsoir Rudy. Salut Aurore, comment vas-tu? Ça va bien. Alors Rudy, ce soir tu as décidé de nous faire une petite rétrospective cinématographique de l'année 2021 et un sujet tellement vaste d'ailleurs que tu as décidé de scinder cette émission en 3 parties afin de pouvoir balayer les thèmes, tous les thèmes dont tu voulais nous parler au sujet des films les plus attendus de l'année 2021. Et parmi ceux-là, donc les succès, les échecs, mais aussi les bonnes surprises et aussi les acteurs et les actrices qui ont fait l'année 2021. Tout un programme. Exactement. Donc je vous conseille, mesdames et messieurs, de vous installer confortablement au fond de votre fauteuil, d'éteindre la lumière et de profiter de cette séance un peu spéciale. Alors Rudy, pour cette première partie, cette année de cinéma a été riche puisqu'il y a beaucoup de films qui ont été décalés à cause de la crise sanitaire et qu'on attendait cette année alors qu'ils étaient prévus initialement pour les années précédentes. Donc pour cette première partie, on va commencer par parler des succès de l'année et notamment mettre un coup de projecteur sur les 5 films qui t'ont le plus marqué et que tu as sélectionnés pour nous. Alors, explique-nous comment tu as fait cette sélection, quels ont été tes critères. Y a-t-il une hiérarchie dans ce choix ? En voilà les questions qu'elles sont bonnes. Alors pour te répondre, il n'y a pas de hiérarchie entre les films, ils ont tous leur singularité, ils sont tous assez différents. D'ailleurs vous allez voir, on va faire un petit panel un petit peu large, hein. Donc on va parler de drame, voilà, de comédie, on va parler d'un peu de tout, des films notamment des blockbusters qui sont sortis, il y en a eu pas mal, effectivement, à cause de la crise du Covid, ça a tout décalé d'un cran. Donc forcément, c'est une année riche. Et pour ce top 5, je vous ai concocté en fait des films qui ont, d'une manière générale, plutôt bien marché, qui ont trouvé un succès spectateur, presse, toujours un petit peu délicat parce que ça reste quand même subjectif, alors qu'un public, lui, ne se trompe jamais. Donc les 5 films dont je vais vous parler ce soir, en tout cas, celui qui est en tête du box-office mondial aujourd'hui, personne ne peut y échapper, c'est le dernier Spider-Man. Donc Spider-Man, et c'est No Way Home qui est sorti donc 2 ans après le précédent. Et ce film aujourd'hui, et au moment où je vous parle, a déjà rapporté au box-office 1,6 milliard de dollars. C'est énorme, sachant qu'il aurait quand même coûté 200. Alors, Spider-Man qui a tout raflé sur son passage, c'est un film qui était très très attendu, pour la bonne et simple raison que sur les bandes annonces, on spoilait un petit peu en fait les différents acteurs qui avaient incarné Spider-Man dans les volets précédents, et on se demandait comment on allait réussir à retrouver ces 3 acteurs dans un même film et que ce soit cohérent. Et grâce à un petit subterfuge scénaristique, le miracle a bel et bien eu lieu. Et c'est vrai que si le film est assez inégal au niveau du rythme, je dois vous avouer qu'au début j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai vu parce que c'était humour un peu pour contenter, on va dire, génération enfant, adolescent. Parce que c'est quand même aussi une cible. Il faut rappeler que c'est le Spider-Man, ça fait partie des Marvel et ça s'inscrit dans une suite de films avec plein de super-héros, etc. Donc, exact. C'est un film que les fans attendaient beaucoup d'ailleurs, je crois, avec le dernier Marvel. Exactement. C'est un film Marvel, donc on sait que Marvel c'est une très très grosse industrie cinématographique. On est dans une ère du Marvel cinématique donc qui arrive après ce qu'on a vu avec les Avengers et la fin du fameux Titan qui du coup ils ont réussi à le battre. Alors entre-temps effectivement en 2019 il y a un Spider-Man qui était sorti qui était la suite directe. Mais malgré tout ce film-là était quand même attendu encore une fois parce qu'on va retrouver les 3 acteurs qui ont incarné Spider-Man à l'écran. Donc Tobey Maguire et Andrew Garfield et enfin le dernier donc Tom Holland qu'on avait déjà entrevu avec les Avengers. Et donc voilà, c'est ce qu'on attendait, voir comment on se retrouve à l'écran avec 3 Spider-Man. Et c'est vrai que le film marche plutôt bien. Le final est dantesque. D'un point de vue visuel, c'est époustouflant. C'est un spectacle, c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Et donc pour le coup, ça ne m'étonne pas qu'il cartonne autant. Et je pense que le bouche à oreille y est pour beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir en tout cas sur Spider-Man. Alors, le deuxième film dont tu voulais nous parler, je crois, c'est un Disney, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Il y en a eu pas mal cette année. Et le deuxième, c'était le film Cruella, réalisé par Craig Gillespie. Donc Cruella, c'est en fait l'histoire, l'origine
du personnage emblématique des 101 Dalmatiens. Mhm. C'est un petit peu la mode à Hollywood restarter, on va dire, des personnages comme ça et Oui, de découvrir un petit peu comment tout a basculé. Et ce film est très intéressant parce que effectivement, il ressemble beaucoup au film Le Diable s'habite en Prada. Sabine Prada, ouais. Exactement. Et ce film, du coup, on ressent beaucoup le côté mode, une nana qui essaye de réussir, qui est bourrée de talent, mais qui va tomber sur une mégère, une femme absolument horrible, un but de sa personne, etc. Et c'est vrai que dans ce film-là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la métamorphose d'une actrice dont on va entendre parler certainement. Je pense qu'elle va être citée, en tout cas, pour les Oscars. Et on en parlera d'ailleurs dans les personnages qui ont marqué un petit peu l'actualité. Mhm. C'est Emma Stone, qui est juste formidable dans ce rôle car elle joue en fait une fille très timide, très sur elle, très fragile, etc. Et elle va se retrouver ensuite à devenir un personnage voilà, qui va évoluer, qui va avoir une métamorphose assez impressionnante. Et je dirais que le résultat est très très crédible. Donc ce côté un petit peu schizophrène, elle le fait très bien, elle le fait avec beaucoup de malice. Et ce film, elle vraiment repose sur ses épaules, même s'il y a des seconds rôles qui sont tout aussi intéressants. Et c'est un film qui a plutôt bien marché au box-office aussi. C'est un peu, C'était attendu. la mode chez Disney. J'ai l'impression de redonner enfin, de donner un peu une bonne conscience aux méchants des dessins animés de notre enfance. Ils avaient déjà fait le coup avec Maléfique, où ils nous expliquent un peu comment les méchants basculent en fait de l'être humain qu'ils étaient au départ à leur personnage maléfique, pour le coup, qu'on connaît dans les dessins animés classiques. Exactement. Et c'est intéressant de montrer que finalement, tout n'est pas aussi binaire qu'on pourrait le penser, parce que c'est vrai que le côté enfantin, c'est gentil contre méchant. Mhm. Et là, c'est bien parce que ça permet justement de poser les bases et de se rendre compte que ce qui est foncièrement mauvais, il y a aussi du bon dedans, et vice-versa. Et de montrer que finalement, la frontière entre les deux, elle est assez infime. Et c'est vrai que l'exercice, c'est plutôt bien fait. Donc bravo pour ceux qui ont réalisé ce film, et bravo au casting de Cruella. Alors, le troisième film dont tu voulais nous parler, c'était encore un Marvel, Black Widow. Oui, Black Widow, qui était le film le plus attendu, qui est sorti cet été, l'été 2021. Mhm. C'est un film qui est attendu parce que c'est un personnage emblématique, Black Widow, qui est incarné donc par Scarlett Johansson, Johnson. Mhm. qu'on retrouve depuis Iron Man et qui a été une héroïne que Yeah. malheureusement on a perdu entre-temps dans Mhm. Avengers, parce que tout le monde a vu, je pense, aujourd'hui Avengers, en tout cas je l'espère, désolé pour le spoil, mais c'est un personnage qui va se sacrifier pour permettre aux super-héros de vaincre Thanos. Donc c'est un personnage qui est emblématique, c'est un personnage qui est incarné avec beaucoup de puissance et de charisme par Scarlett Johansson. Et moi, ce qui m'inquiétait en fait avec ce film, c'est que j'avais peur qu'en fait il se casse la gueule de la même manière que Elektra, qui s'était cassé la gueule pour la bonne et simple raison que le personnage d'Elektra mourait dans Daredevil. Ils ont fait un film centré sur elle après Daredevil. Et donc du coup, de voir un film avec une héroïne qui on sait est déjà décédée, ça n'a pas un grand intérêt. Pour le coup, le film est très bien fait. Au niveau visuel, encore une fois, il y a toute une galerie de personnages un peu loufoques. Et c'est un film qui a un petit côté nostalgique aussi, parce que on revoit un peu certains morceaux de son enfance et notamment de sa sœur. On ne savait pas qu'elle avait une sœur. Et donc voilà, c'est un film où il y a beaucoup d'émotions, on voyage énormément. Et c'est très joli à voir au cinéma. Et c'est encore une fois assez spectaculaire. Donc voilà, je pense pourquoi ce film a bien marché malgré tout. Alors, parle-nous du quatrième film que tu as sélectionné. Alors, le quatrième film que j'ai sélectionné, alors, il y en a eu plusieurs, effectivement. Alors, le quatrième, on va voir si vous allez deviner. C'est un film qui est une troisième partie donc c'est une trilogie, mais en fait, c'est un préquel. C'est-à-dire que l'histoire du film est antérieure au premier volet. Mhm. Donc, c'est un film britannique. Voilà. Et ce film, il a été réalisé par Matthew Vaughn, qui a réalisé d'ailleurs les premiers. Et c'est Kingsman First Mission. Donc, Kingsman First Mission, c'est un film qui est sorti le 29 décembre 2021. Donc, en réalité, tout ce qui est chiffres, box-office, etc., c'est beaucoup trop récent au moment où on enregistre l'émission. Donc, on n'a pas encore les retombées. Mais pour l'avoir vu, il faut vous dire que ça dépote pas mal. C'est un film qui est brillant. C'est un film qui nous raconte un petit peu les prémices, comment tout ça a démarré. Est-ce que Et ça pour rappel, s'inscrit, est-ce que ça respecte un peu, le format qu'avaient les deux précédents Kingsman avec tous les critères qui avaient fait le succès des deux premiers volets? alors, les deux premiers volets, c'est une sorte de James Bond un peu foutraque avec des personnages en couleur, Mhm. une sorte d'académie qui va former des je dirais pas des super-héros parce qu'ils n'ont pas des pouvoirs, ce sont des êtres humains, mais des super agents.
voilà, des agents qui sont très bons dans le maniement des armes, dans les arts martiaux, dans l'espionnage d'une manière générale. Et c'est vrai que ce film, il était génial parce qu'il était complètement foutraque, totalement assumé, déjanté, avec cet humour british qu'on aime bien. Mhm. Et ce Kingsman Première Mission, il est légèrement différent. Déjà, pour commencer, le casting n'est pas le même, vu que l'histoire est antérieure au premier volet. Donc ça se situe fin du 19e siècle et même Première Guerre mondiale. On va voir quel est le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui est d'ailleurs en toile de fond de ce film. Et donc, il y a une certaine uchronie. Alors, l'uchronie, c'est quelque chose qui est très cher à Quentin Tarantino. C'est un film qui se base sur des effets réels, mais qui va en changer complètement, soit l'issue, soit le début, qui va s'amuser avec la réalité des faits. Et là, en l'occurrence, on va voir un petit peu la Première Guerre mondiale. Le film est plutôt sérieux. C'est un film qui est très porté sur le drame, qui a des scènes très fortes en termes d'émotion. Et c'est un film qui est moins drôle que les précédents volets, mais dans la mesure où il s'agit d'une uchronie, où en fait il y a beaucoup de légèreté à travers le propos, ça donne une tonalité un petit peu comique à l'ensemble. Voilà, Entendu. pour moi un énorme succès et très beau film. Et donc le dernier film dont tu voulais nous parler, c'est encore un univers de BD adapté au cinéma. Et DC Comics, Les c'est DC ça, Comics. qui est le grand concurrent de Marvel. Donc c'est Suicide Squad. Alors il faut savoir que ce film, Suicide Squad, était déjà sorti il y a 5 ans. Qu'il avait cartonné au box-office. Je vais vous donner quelques chiffres. Hein. Il avait coûté 175 millions de dollars. Il en avait rapporté 841. Donc c'est monstrueux. D'ailleurs, c'est le film qui a propulsé le personnage de Harley Quinn, de Margot Robbie, qui est devenu une icône par la suite, parce qu'elle a eu le droit à son propre film, Birds of Prey. Et ce film donc était notamment interprété par le héros, donc, qui était Will Smith. Ce film a cartonné, sauf qu'au niveau des critiques, il était assez mitigé par les spectateurs. Et là, ils ont décidé de faire carrément une sorte de remake seulement 5 ans après. Et on parle de succès, et c'est vrai que Suicide Squad, il a eu un énorme succès populaire au niveau des téléspectateurs, mais par contre, au box-office, il s'est viandé, parce que ce film a coûté 185 millions, mais il en a rapporté que 166. C'est-à-dire qu'il n'est même pas rentable au moment où on parle. Il n'est pas rentable, mais par contre, il a été largement plébiscité par rapport au premier Suicide Squad. Alors, il n'a pas marché aussi pour des raisons qu'on va évoquer notamment dans la troisième partie de cette émission avec les films qu'on attendait mais qui n'ont pas eu le succès escompté. Et il faut savoir que Suicide Squad en fait est sorti sur HBO Max par rapport à la crise sanitaire. Et donc tous les films qui sortent sur HBO Max forcément sont piratés. Et à partir du moment où ils sont piratés, c'est des gens qui ne vont pas aller voir le film au cinéma. Donc ça s'est traité complètement. Et c'est pour ça que les scores ne sont pas atteints par rapport à ce qui était projeté. Mais ça reste un excellent film. Qui est super drôle, qui est spectaculaire. Encore une fois, on est sur des films à très très gros budget et on s'ennuie pas une seconde au cinéma. Donc je recommande. Magnifique. Alors Rudy, ces 5 films que tu nous as choisis, c'est des gros blockbusters internationaux. Est-ce qu'on peut se demander s'il y a quand même eu des films français qui ont mérité ton attention cette année? Eh bien oui, ma chère Aurore, et je vais vous en citer 5 également pour qu'il y ait la parité, anglo-saxon et made in France. Il y a eu 5 films français qui, pour moi, sortent du lot. Le premier, pour moi, qui est le succès de l'année, je pense que tout le monde en a entendu parler, y compris en Israël, c'est le film Bac Nord, qui a été réalisé par Cédric Jiménez. Ce film-là, c'est une énorme claque. Je l'ai mis dans la catégorie meilleur drame pour moi, parce qu'il s'agit d'un drame. On va suivre en fait 3 policiers qui vont dans des cités où il y a beaucoup de drogue. Qui est une histoire réelle. C'est une histoire vraie au départ, qui a été un petit peu romancée pour les besoins du film. Et c'est un film en fait qui est mené tambour battant dès la première séquence, caméra à l'épaule. On a l'impression d'être dans un reportage, un documentaire sur les cités sensibles et la police qui doit aller dans ces cités au quotidien, avec l'enfer de cette jungle urbaine en fait. Et le film retranscrit à la perfection cette ambiance qui est hyper anxiogène. Et ce film en fait n'est pas un film action. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu être déçus en sortant un film d'action, ça tire dans tous les sens, avec des gangs, etc. Et en fait, on est vraiment sur un drame psychologique. Et il est incarné par 3 merveilleux acteurs. Donc voilà, pour moi, c'est le film qu'il ne fallait pas manquer cette année, en tout cas en France. Alors, les 4 autres films dont tu voulais nous parler, on va rapidement passer dessus. C'est donc La Boîte Noire de Yann Gozlan. De Yann Gozlan. Donc pour toi, c'est ça. Alors Yann Gozlan, c'est le thriller. Pour moi, c'est le thriller de l'année, clairement. C'est un film, alors, le héros, donc c'est Pierre Ninet. Lui, il a une sorte d'oreille absolue et en fait, il décortique les sons des boîtes noires, dès qu'il y a un crash, un accident, etc., pour déterminer si c'est peut-être d'origine accidentelle, terroriste ou autre. Et en fait, c'est un film qui est basé sur la manipulation, c'est un film un petit peu thriller espionnage,
on va se rendre compte qu'en fait, on pense à quelque chose au début et au fur et à mesure, plus ça va et plus il y a des retournements de situation. Et c'est un film qui est très très bon, qui est très maîtrisé. Et c'est généralement le genre de film qu'on aime quand c'est fait par des Américains. Et là, en l'occurrence, c'est un film français. Et pour le coup, j'avais vraiment à cœur de le défendre. Il a eu une excellente note presse et spectateurs. Et pour moi, c'est vraiment le thriller de l'année. C'est peut-être même l'un des meilleurs thrillers français que j'ai vu. Alors, le troisième, c'est Le Discours, qui est une comédie. Tout à fait. Réalisé par Laurent Tirard. Le personnage clé, c'est Benjamin Laverne, qui est donc de l'Académie française. La comédie française, pardon. Comédie française. Et Benjamin Laverne, en fait, on l'a vu dans d'autres films que j'aime beaucoup, dont Mon Inconnu, dont j'avais parlé en plateau. C'est un film où lui doit faire le discours pour un mariage. Il n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et c'est un film qui est hyper bien écrit. C'est vraiment écrit Deuxième au cordeau. degré. Hein. Ah oui, oui. C'est-à-dire que et en fait, ce qui est drôle dans ce film, c'est que les pensées sont dites à haute voix et en fait, il se tourne vers la caméra et en fait, c'est une sorte de hors-champ où il nous raconte en fait, et il pensait vraiment que j'allais faire un truc pareil. Il nous prend à témoin en fait, nous les spectateurs. Donc du coup, c'est un peu perturbant et c'est drôle en même temps. Donc c'est un film qui est très drôle, qui est très bien écrit et voilà, je le recommande. Pour moi, c'est la comédie de l'année. Alors on pourrait parler de Kaamelott, mais je l'ai pas vu malheureusement, donc c'est pour ça que j'en parle pas, qui aurait pu être aussi dans ce classement. Et il en reste du coup deux. Donc très rapidement, le film d'horreur ou fantastique, c'est le film Méandre, qui a été réalisé par Mathieu Turi. Donc c'est un film où il est question d'une femme qui veut se suicider sur la scène d'exposition d'ouverture. Et au dernier moment, finalement, elle se lève. Il y a une voiture qui la prend en stop. Et comme il y a la radio qui est allumée, en fait, elle va se rendre compte que l'homme qui l'a pris en stop est un serial killer. À partir de là, il y a un coup de frein. Elle perd connaissance et elle se réveille dans un endroit qui est truffé de pièges. Donc c'est un film où il y a une ambiance très très anxiogène, un film qui vraiment du début à la fin, on se dit mais comment elle va s'en sortir, c'est pas possible. Il y a des pièges de partout. C'est un peu comme le film Cube, que vous avez peut-être connu dans les années 90. Donc souvent il souffre de cette comparaison-là, sauf que là on va basculer dans quelque chose d'un peu plus fantastique au fur et à mesure du film. Et c'est un film qui m'a mis une énorme claque parce qu'encore une fois c'est un film français qui a été réalisé avec très très peu de moyens et dont le résultat, je le trouve vraiment hors du commun. Ce qu'ils ont réussi à en faire, c'est vraiment très très fort. Donc bravo à Mathieu Turi par rapport à ce film. Et donc le dernier film dont tu voulais nous parler, c'est le biopic de Valérie Lemercier, Aline, sur la vie de Céline Dion, vu par Valérie Lemercier, n'est-ce pas? Exactement, qui était un film qui est hyper attendu, qui a été repoussé également par rapport au Covid et que j'ai catégorisé dans le meilleur biopic. Ce film donc est merveilleux parce que on pouvait s'attendre à quelque chose qui soit peut-être par moments malveillant, tant on sait que Céline Dion a souvent été chahutée dans la presse à scandale. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bienveillant. Il y a un vrai respect de Valérie Lemercier qui a aussi réalisé ce film, qui interprète donc Céline Dion. Au niveau du mimétisme, au niveau des costumes, des coiffures, même physiquement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Tous les acteurs qui gravitent autour d'elle aussi, on y croit, mais complètement. Que ce soit les membres de sa famille, son mari René. Et c'est un film qui est extrêmement touchant parce qu'il nous montre un petit peu l'envers du décor. Au-delà d'être une immense chanteuse, l'une des meilleures chanteuses au monde, Céline Dion, il y a aussi une personne derrière, il y a un être humain qui se retrouve finalement, malgré avec un succès fulgurant, un succès immense, et qui perd en fait la liberté de pouvoir sortir, d'avoir une vie normale, et qui va se retrouver enfermé dans sa prison de verre, avec une vie de famille, avec un enfant qu'il va falloir élever, etc. Et c'est un film qui est très touchant, qui m'a beaucoup ému. Et qui est drôle aussi. Donc il y a plein de choses dans ce film. On passe par différentes émotions et voilà. Fallait pas le manquer en tout cas. Et on chante aussi. Alors merci Rudy pour cette première partie où j'espère nos téléspectateurs vont pouvoir trouver leur bonheur et noter tous les films qu'il ne fallait pas rater cette année et pourront piocher dans tes recommandations les soirs où ils ne sauront pas quoi regarder. Nous, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette rétrospective cinéma. À bientôt sur Tandem TV. Bonsoir. À bientôt les amis. Au revoir, portez-vous bien.